Avons-nous développé une forme de paresse intellectuelle pour ne pas répondre à des questions existentielles? Quelle est la place de l'intellectuel dans nos sociétés? Les hommes doivent-ils devenir et politiques et intellectuels en même temps? Fermez les guillemets, entre autres questions que notre invité soulève dans ses livres et que nous considérons également dans cette émission littéraire comme fondamentale. Vous êtes sur InfoBrut, bienvenue dans Livrez-vous, votre émission consacrée à la pensée critique. Journaliste, ancien conseiller spécial du Premier ministre, ancien ministre, fonctionnaire international à la retraite, expert en communication de crise et formateur en prise de parole en public, c'est avec un immense plaisir que nous recevons un grand témoin de notre histoire sociopolitique qui cultive la discrétion ou pas, il nous le dira. Nous recevons donc une plume critique, engagée et cultivée. Bonjour Amadoune Touré. Bonjour. Et bienvenue dans Livrez-vous. Nous remercions AGICAD, Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, qui nous reçoit dans sa médiathèque, plus qu'une association, un lieu de culture et d'engagement pour la jeunesse. Amadoune Touré, vous êtes l'auteur de 2 recueils de chroniques publiés chez l'Harmattan, De mon balcon en 2023 et Le temps qui résiste 2024. 2 livres qui, au-delà d'évoquer l'espace et le temps, traitent des questions sur notre histoire, notre présent et notre devenir. Vous nous invitez à réfléchir sur notre environnement immédiat, nos trajectoires individuelles et collectives, notre citoyenneté, notre rapport au pouvoir, aux valeurs, la place de l'Afrique dans le monde. Ce n'est pas que les journalistes qui décrivent les faits tels qu'ils sont, mais c'est aussi celui qui a occupé de hautes fonctions dans son pays et dans le monde. Certes, ces fonctions ne vous ont pas éloigné du journalisme, mais à quel moment vous vous êtes dit, là c'est le moment de rassembler mes réflexions dans des livres? Oui, c'est au-delà du journaliste et de l'ancien ministre, c'est le citoyen qui a également observé la vie pendant toute sa carrière, que vous avez bien voulu décrire, mais également qui s'est autorisé à prendre un miroir et à le promener dans la rue, comme on disait au temps au 19e siècle. Et c'est le miroir social qui a montré ou qui a inspiré les thématiques qui sont abordées dans les 2 livres. Nous allons bien sûr revenir au livre, mais avant, qu'est-ce qu'un journaliste? Pour l'historien et l'essayiste français Jacques Julliard, le journaliste, c'est un historien qui ne sait pas comment va finir l'histoire qu'il est en train d'écrire. Dans la préface de votre livre, De mon balcon, l'ancien ministre d'État chargé des Affaires étrangères, M. Samba Lamine Sow, écrit à peu près la même chose, en vous qualifiant d'historien de l'instant et en vous présentant comme un journaliste entier depuis toujours. Que représente le journalisme pour vous et quel regard portez-vous sur ce métier? Parce qu'en lisant les 2 livres, j'ai eu l'impression que vous épargnez un peu les journalistes, contrairement à d'autres acteurs comme les politiques, les gouvernants, les intellectuels. Je classe les journalistes parmi les intellectuels. Je n'ai pas voulu les nommer en tant que corporation. Sinon, on aurait pensé que je plaidais pour ma propre chapelle. J'ai évité soigneusement de le nommer. Mais tout ce qui a trait aux intellectuels a trait aux journalistes. Même s'il faut nuancer, vous avez dit qu'est-ce que le journalisme? Le journalisme, c'est le moment, c'est l'événement, c'est l'instant qui passe. Donc c'est presque en contradiction avec l'histoire. L'histoire, c'est les événements qui se sont passés. Alors que le journalisme, c'est les événements qui se passent au moment où nous parlons, au moment où nous vivons, au moment où nous agissons. C'est pour cette raison que les vérités sont différentes selon que l'on est journaliste ou historien. Donc, encore une fois, je n'épargne personne. Quand je parle d'éclairs politiques, je pense aux journalistes. Quand je parle de la place de l'intellectuel dans la société, je parle aux journalistes parce qu'il fait un travail intellectuel, au sens où intellectuel signifie réfléchir sur votre activité et essayer de conceptualiser votre actualité. Même si le journaliste n'est pas philosophe, il fait également ce travail en rapportant les faits, en décrivant les faits et parfois en commentant les faits quand on est éditorialiste. Oui, un journaliste n'est pas forcément un philosophe, mais quand même dans la préface,
on souligne cette culture philosophique que vous avez. Je reviens encore sur la question. Quel regard portez-vous sur ce métier actuellement? Est-ce que les choses ont beaucoup évolué positivement, négativement? C'est dans les deux sens. On trouve des journalistes par vocation, par passion. On trouve des journalistes pour des raisons, et j'allais dire par défaut, parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Ils disent qu'on fait du journalisme. Parce qu'on lit un journal, on regarde la télévision, on écoute la radio, on pense que l'information est facile. Alors que c'est une denrée qui obéit à des règles bien précises pour son traitement, à une rigueur bien établie pour son traitement, son écriture, son classement, sa diffusion. Donc l'information, ils se rendent compte après, ceux qui sont venus par défaut, se rendent plus tard que l'information n'est pas faite pour eux, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan déontologique. Ils sont la mauvaise graine du journalisme. Et malheureusement, ils existent. Et malheureusement, ils sont la majorité qui nuisent aux efforts, au sens de l'honneur, à la dignité, à la passion qu'éprouve la minorité. Nous allons revenir à ces questions de valeur que vous évoquez dans les deux livres, mais toujours de mon balcon. Vous consacrez le premier texte à la rue, titré « La rue, ce tableau clinique ». Et ce texte m'a tout de suite fait penser à un article de presse brillamment écrit par le chercheur Bokar Sangaré. L'article en question s'intitule « Nos routes, miroirs de nos laideurs ». L'auteur partage une citation de l'ancien président algérien Ahmed Ben Bella qui lançait à ses concitoyens « Ne crachez pas par terre. D'abord, c'est sale. Ensuite, c'est comme si vous crachez sur votre propre pays. » Et l'auteur continue, il est difficile de ne pas dire que de telles exhortations sont nécessaires aujourd'hui au Mali, 64 ans après l'indépendance, pour gagner la bataille de l'hygiène, surtout sur nos routes qui s'enduisent tous les jours dans une saleté inacceptable. Vous dites que la rue reflète ce que nous sommes dans la société. Je vous cite, « La rue n'est pas que le plancher des vaches pour nos pas et nos engins motorisés. Loin d'être un macadam statique, elle est une âme qui vit au fil du temps, une part de nous-mêmes. » C'est assez profond quand même. Vous humanisez la rue, qui devient alors le miroir de notre citoyenneté, de notre système de gouvernance, de notre condition humaine. Pour vous, la rue dit plus sur nous qu'on ne le pense. Pourquoi nous interpeller sur notre comportement dans la rue? Parce que la rue, c'est plus que des routes. J'apprécie bien ce que Sangaré a écrit. Mais lui, il parle des routes, mais moi, je parle des rues. Et les routes font partie des rues. Les rues ne sont pas qu'un lieu d'hygiène physique, mais c'est également un lieu d'hygiène dans l'éducation, dans le comportement que nous avons, dans la façon de regarder l'autre, notre voisin, dans la circulation routière ou dans la circulation piétonnière. Nous nous comportons dans la rue comme nous sommes. Comme nous avons été éduqués à la maison, comme nous avons été formés à l'école, comme nous avons grandi. C'est ce qui reflète la rue. C'est pour cela que ce n'est pas qu'un macadam statique, c'est plus que ça. C'est plus que juste marcher là-dessus. C'est plus que juste des routes gercées, des routes défoncées. La rue, c'est même nous, notre être tel que nous sommes. Et surtout, malheureusement parfois, c'est là où nous voulons aller demain. Donc c'est en même temps notre présent, mais c'est aussi les perspectives. Si notre route est assainie, ça veut dire que nous voulons faire un long chemin dans le bon but. Et si notre route est parsemée d'embûches, ça veut dire que nous aurons des difficultés à avancer. Et c'est également ça la rue. Si nous regardons notre rue, nous pouvons dire juste savoir quel pays est, dans quel pays nous sommes, quels sont les dirigeants, quelles sont les populations surtout. C'est surtout les citoyens que ça montre tels qu'ils sont, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du voisin, vis-à-vis des valeurs individuelles et collectives. C'est ce que montre la rue, c'est pour ça qu'il est essentiel de regarder la rue pour se comprendre, si on veut se comprendre, ou en tout cas pour expliquer ce que nous sommes et ce que nous faisons.
Mais la rue aussi, c'est également le théâtre de la violence, comme le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, un 25 mai 2020 à Minneapolis. C'est autre nous-mêmes, comme vous l'écrivez. C'est un corps noir qu'on écrase, encore une fois. Est-ce que vous direz également qu'il y a un lien entre les traitements racistes réservés aux Afro-Américains aux États-Unis et la misère que les Africains vivent en Afrique? Car certains intellectuels disent que le regard changera sur l'homme noir où qu'il se trouve quand les dirigeants africains commenceront à traiter avec dignité leur peuple. Oui, certainement qu'il y a un lien, mais qu'il ne faut pas exagérer outre mesure. D'abord, l'intérêt pour George Floyd, c'est parce qu'il est noir comme nous. Il y a la communauté de sang. Mais au-delà d'être noir, il est un être humain. Et tout ce qui touche à l'être humain doit nous toucher. C'est pour cela que j'ai longuement parlé de ça. Et pendant 9 minutes, on a fait un geste inacceptable sur lui, que j'ai appelé la nausée. Ça donne la nausée en tant qu'être humain. Donc, en tant que noir, je me sens concerné, mais surtout en tant qu'être humain. Maintenant, le lien entre la gestion de l'Afrique et le comportement des Noirs américains, peut-être par extrapolation, on peut peut-être penser ça. Mais il faut savoir que les États-Unis sont un pays à part, qui a été constitué à part, qui est né dans la violence. D'abord, je ne parle même pas des guerres civiles, même les premiers, ce qu'on appelle les pères fondateurs, sont venus de façon un peu violente parce qu'ils ont été chassés de là où ils étaient. C'était une rupture avec l'Europe. Il y a eu aussi un assemblage ou un rassemblement de personnes qui n'étaient pas désirables ou désirées là où elles étaient. Après, il y a eu la traite négrière. Il y a eu cette violence inouïe de notre temps qui a été aussi marquante dans l'histoire des Noirs américains. Naturellement, si peut-être il y avait une meilleure gestion de nos pays, ils auraient été mieux respectés. Au-delà du respect, peut-être qu'ils auraient été même tentés de revenir en Afrique, apporter leur contribution, parce qu'on voit les contributions merveilleuses qu'ils font dans leur pays quand le pays les accepte tels qu'ils sont, c'est-à-dire en tant qu'êtres humains, et non tant qu'on voudrait, tels qu'on voudrait les voir, c'est-à-dire des Noirs, des gens inférieurs, des gens juste consacrés aux petites besognes. Restons sur l'Afrique. Vous parlez d'immobilisme dans le texte, et je ne fais pas de lien apparent, mais tout de suite, ça me fait penser, ça m'a un peu secoué, ça m'a fait penser à ce fameux discours 2007 d'un ancien président français, Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui résiste finalement? Le temps, pendant qu'au même moment, on pense que le temps va vite, le temps s'accélère, mais vous dites que le temps résiste. Qu'est-ce qui résiste? Oui, le temps résiste au progrès. Le temps résiste à la résolution de nos préoccupations, qui sont plusieurs fois décennales. Vous avez dit 60 ans, 64 ans. Donc, c'est des préoccupations 6 fois décennales qui n'ont pas été résolues. En 64 ans, nous n'avons pas l'impression d'avoir été indépendants pendant 64 ans. Cela dit, je me porte en faux contre ce que Nicolas Sarkozy a dit de l'Afrique. C'est absolument faux de dire que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Il ne s'agit pas que de l'Afrique. Les thématiques du temps qui résistent s'appliquent à tout le monde. Elles sont actuelles, elles sont intemporelles, c'est-à-dire universelles, et elles s'appliquent à toutes les époques. À toutes les époques, on a vu des courtisans, on a vu des gens se comporter dans la rue, on a vu des leaders charismatiques, on a vu aussi des leaders déficitaires en termes de leadership. On a vu des dictateurs, on a vu des démocrates, on a tout vu. Donc ce sont des questions transversales en termes d'époque, en termes de lieu, en termes d'espace. Vous avez voulu démontrer en reprenant des articles qui datent quand même de 1982. Tout à fait. J'ai voulu faire voir justement que le temps résistait aux questions que nous nous posions il y a 42 ans, qui sont plus actuelles que jamais. C'est effrayant, je suppose,
Ça veut dire que nous n'avons pas pu prendre à bras le corps nos soucis, nos vrais problèmes, et que ces problèmes nous poursuivent, nous assaillent et même nous dominent. C'est ce qui est inquiétant. C'est la raison pour laquelle j'ai estimé nécessaire, vous m'avez posé en début de conversation, les raisons qui m'ont poussé à mettre ça par écrit. Je me suis rendu compte qu'il fallait encore signaler ce qui se passe, il fallait sonner l'alarme, dire attention, nous sommes au même point, nous marquons le pas. Et le temps que nous croyons rapide, que nous croyons révolu, que nous croyons passé, est toujours là, parce qu'il nous hante avec les mêmes thématiques que celles qui nous hantaient il y a 42 ans. Donc je sonne l'alarme en fait, c'est l'alarme pour ceux qui ont la charge de répondre à nos questions, pour qu'ils se penchent sur ces questions, pour qu'ils sachent aussi que les questions qui les assaillent en ce moment ne sont pas nouvelles. Donc ils regardent aussi ce que Alain Decaux appelle la culture historique, c'est-à-dire savoir ce qui s'est passé avant eux et pouvoir essayer de trouver des solutions à travers ça. Pas en copiant exactement ce qui a été fait, parce que si ce qui a été fait avait marché, ils ne seraient pas là en train de chercher des solutions encore, mais comment améliorer ce qui a été fait. Donc c'est l'alarme. Entre-temps, le rôle de l'Afrique n'a pas changé parce qu'on a l'impression que c'est toujours un rôle de spectateur que l'Afrique a. Ensuite, quand vous décrivez l'Afrique résiste au mouvement dans la gouvernance, dans les relations humaines, ainsi que dans le respect des valeurs qui font la grandeur des civilisations. L'Afrique est-elle toujours spectatrice? Elle fait pire, elle régresse. Non seulement elle n'a pas conservé les valeurs d'antan, mais elle est en train de contracter des antivaleurs. Nous regardons très souvent nos enfants s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, mais en ne prenant pas les qualités de ce qui se passe ailleurs, en épousant les défauts. Donc c'est également l'alarme qu'il faut sonner à ce niveau. Nous avons des occasions prodigieuses de connaître le monde par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais nous nous intéressons qu'à une parcelle des opportunités qui sont offertes par les technologies de l'information et de la communication. Donc non seulement nous n'avons pas gardé les valeurs anciennes, mais nous contractons de nouveaux défauts. Et ça, c'est pire. Comme je le disais en introduction, vous ne portez pas un regard que sur le Mali, c'est vraiment un regard sur l'Afrique. Et c'est l'un des aspects vraiment très forts des deux livres, parce que l'Afrique reste une thématique partagée entre les deux livres. Mais pour autant, pouvons-nous dire que l'Afrique vit en 2020 comme on vit en 2060, comme en 1960? Parce que quand vous demandez un jeune ici, un jeune maintenant, avec un smartphone et tout, il ne va pas vous dire que l'Afrique, c'est encore les années 1960. Oui, bien sûr qu'il va dire que c'est pas... le smartphone, c'est technique, c'est technologique. Mais lui, quel est le niveau de sa mentalité en ayant le smartphone? Quelles sont les valeurs qu'il défend en ayant le smartphone? Quels sont ses désirs en ayant le smartphone? En fait, c'est ainsi qu'il faut comparer. Je parle d'époque, je ne parle pas de pays, je ne parle pas d'endroit, je parle d'époque. Et ce sont les époques qu'il faut comparer pour savoir si l'Afrique est immobile ou si l'Afrique avance. Sur le plan technologique, on a fait de bons prodigieux. La découverte de l'Internet, c'est une découverte fantastique du XXIe siècle. Elle existait déjà au XXe siècle, mais pas avec cette capacité de réunir les gens au même moment, de faire parler les gens dans différentes langues au même moment, de faire se retrouver des gens à différents... C'est prodigieux. Mais est-ce que les valeurs qu'il y avait en 60 n'auraient pas été mieux utilisées avec le smartphone actuel? Si les jeunes actuels connaissaient les valeurs de 1960 et les intégraient dans le smartphone, peut-être qu'ils iraient beaucoup plus loin. C'est un peu à ça que je faisais allusion tout à l'heure en disant que Internet, c'est une bibliothèque mondiale, c'est une université mondiale. On peut, en restant chez soi, tout savoir de ce qui se passe dans le monde. Mais qu'est-ce que ceux qui ont accès à Internet exploitent dans Internet? Qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce que c'est juste des petits gags qui font rire ou des petits jeux de 30 secondes?
Ça veut dire que les gens ne peuvent pas lire plus de 30 lignes et comprendre ce qui s'est passé et se remémorer ce qui s'est passé et se raconter soi-même ce qui s'est passé et raconter aux enfants ce qui s'est passé. Nous avons un déficit d'attention. Nous avons une perte d'intérêt pour ce qui est long. Donc, quand on a une perte d'intérêt pour ce qui est long, on ne peut pas regarder la beauté, on ne peut pas regarder la grandeur, on ne peut pas regarder la noblesse, on ne peut pas regarder la dignité. On est toujours pressé et on se contente de peu. Il y a des articles, je ne peux pas appeler ça article. On dit il faut 30 mots, ou il faut 3 lignes ou 4 lignes. Qu'est-ce qu'on peut dire en 3 et 4 lignes de profond? Rien. En journalisme, on appellerait ça juste un chapeau. C'est-à-dire ce qui donne envie au lecteur de lire l'article. C'est 3 lignes, 4 lignes. Et maintenant, c'est la civilisation de 3 lignes, 4 lignes. C'est une réflexion que vous développez, hein, je rappelle, surtout dans le texte Génération en conflit. C'est ça. On va en revenir plus tard, mais en restant, vous partagez une citation de Amadou Hampâté-Bâ qui interpelle. Et je cite: « Celui qui n'a pas de temps à perdre ne comprendra jamais rien à l'Afrique. » Tout à fait, tout à fait. Il faut prendre le temps de parler aux gens, d'écouter les gens, parce que le temps n'a pas la même signification et n'a pas la même utilisation pour nous que pour les autres. C'est pour dire que si on est pressé, on passe à côté. Quand on veut 3 lignes pour nous servir d'article, on est pressé. On se dit qu'on est pressé. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour aller où? C'est pour apprendre quoi? C'est pour agir comment? Donc Hampâté-Bâ dit que pour l'Afrique, il faut avoir du temps. Parce que je l'ai interviewé sur une semaine. Il est comme un conteur, il donne tous les détails. Tout à fait. Quand je lui faisais remarquer qu'il donnait trop de détails, il dit oui, jeune homme, si vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas comprendre l'Afrique. L'Afrique, il faut avoir le temps d'écouter, il faut avoir le temps de voir, il faut avoir le temps de comprendre, parce que l'écheveau est tellement mêlé, tellement touffu qu'il faut le démêler. Et démêler, ça prend du soin, ça prend du temps, ça prend de l'intelligence et surtout de la patience. De la patience. Pouvons-nous jusqu'à dire que vous êtes pessimiste sur le sort de l'Afrique ou... Non, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas afro-optimiste ni afro-pessimiste. Okay. Moi, je décris ce que je vois. C'est ça le journalisme. On ne dit pas ce qu'on aime, on dit ce qu'on voit, on dit ce qui est. C'est ça l'information. L'information, c'est les faits. C'est ce que je vous disais en début, en faisant la différence entre le journaliste et l'historien. C'est l'instant. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Maintenant, si on a le temps, on dit ce qu'on pense de ce qui se passe. Si on a le temps, on fait ce rôle d'alerte que j'essaie de jouer dans les chroniques, en disant attention, nous allons dans telle direction, nous allons dans telle direction. Ça, c'est plus chroniqueur même que journaliste. Mais il faut nous allons parler d'un autre historien, burkinabé Joseph Kizerbo, que moi j'adore. C'est une figure intellectuelle pour moi. La citation, c'est, je cite, hein, « Dormir sur la natte des autres, c'est en réalité dormir par terre ». Vous reprenez cette citation dans un texte que vous consacrez à la Covid-19. Est-ce que la pandémie, parce que vous consacrez beaucoup de textes sur la Covid-19, est-ce que la pandémie est venue conforter votre analyse, c'est-à-dire par rapport à l'Afrique? Est-ce que vous avez eu l'impression que l'Afrique dormait sur la natte des autres? Encore une fois, l'Afrique était aussi spectatrice de tout ce qui se passait, même si vous prenez l'exemple du président malgache qui a proposé une solution à la Covid. Ça a conforté ce que vous avez pensé, votre analyse? Dormir sur la natte des autres, c'est vivre sur les ressources des autres. C'est penser par les autres, en fonction de ce qu'ils veulent, en fonction de ce qu'ils disent. Dormir sur la natte des autres, c'est également, par exemple, faire son budget et dire que 80% des ressources attendues doivent venir de l'extérieur. C'est ça, dormir sur la natte de l'étranger. Parce qu'à tout moment, il peut vous dire, maintenant, j'ai besoin de ma natte. Quittez ma natte et rentrez ou débrouillez-vous, ou alors dormez par terre. C'est ce qui risque de nous arriver. Parce que nous vivons par procuration. Dormir sur la natte de l'étranger, c'est vivre par procuration. Et la pandémie, j'ai dit dans un des articles,
aurait pu être une chance pour nous. C'est-à-dire comment réagir à une crise qui ne frappe pas que nous, mais qui frappe le monde entier. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et le confinement était utile pour ça. S'arrêter et réfléchir. J'ai écrit de mon balcon pendant le confinement. Donc c'est pour cela que vous verrez une influence des papiers sur la Covid. Mais ce n'était pas pour dire que l'épidémie est venue, nous sommes foutus, il faut désespérer de tout, il faut se cacher, il faut mourir, et puis se taire. Non, au contraire. J'ai dit, une épidémie est venue, armons-nous de science, de connaissances, de savoir et de capacité de résilience pour faire face. Et faire en sorte que nous ne soyons pas dépassés par les autres nations dans la lutte contre la Covid-19. En fait, pour moi, c'était une opportunité. Parce que vous savez, en chinois, lire le mot, le signe chinois qui signifie crise, signifie aussi opportunité. C'est le même signe pour dire crise et chance. Donc, il faut profiter de toute une crise pour en faire une opportunité, rebondir et avancer. C'est pour cela que j'ai dit que la Covid aurait pu être une chance pour nous. Et là, c'est aussi le leadership de nos dirigeants qui est plus ou moins évoqué parce que dans les 2 livres, à des parties, on sent que ce n'est pas que le journaliste qui parle, c'est aussi l'homme qui a exercé le pouvoir, l'homme qui a conseillé. Et vous parlez de solitude, de courtisanerie, de l'envers du pouvoir. Déjà, quelle expérience gardez-vous sur un plan personnel voilà. C'est surtout le citoyen qui parle quand le journaliste se tait. Lorsque j'écris, que je sonne l'alarme, c'est le citoyen qui sonne l'alarme. En fonction, bien sûr, de son expérience, de ce qu'il voit venir, de ce qu'il redoute pour l'Afrique. Il y a le leadership, mais aussi il y a les citoyens. Parce que nous avons quand même eu une famille, nous avons eu une école, nous avons grandi, nous avons travaillé. Cette expérience doit créer un homme différent de l'homme que nous étions avant d'avoir été éduqués, avant d'avoir été formés et avant d'avoir travaillé. Donc c'est cela. L'expérience que je retire de l'exercice du pouvoir, disons que j'étais juste un ministre dans une transition. Ça veut dire qu'il y a la frustration de la brièveté. La transition ne vous donne pas le temps de faire ce que vous avez envie de faire. Or, le pouvoir, quand vous l'exercez, et pour faire la différence ou pour marquer votre passage, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Il faut le temps de comprendre d'abord votre mandat, même en tant que ministre, si on vous confie une mission. Il faut le temps de comprendre votre environnement. Vous êtes dans un ministère, mais il y a des services rattachés. Il faut savoir comment tout fonctionne. Il faut le temps de connaître vos collaborateurs, de travailler avec eux, de pouvoir vous rencontrer sur certaines méthodologies, sur certaines façons de travailler, sur certaines assiduités, sur certaines ponctualités, sur une rigueur dans le travail. Ça prend du temps. En même temps, il y a les citoyens ordinaires aussi qui ont des besoins précis. Quand ils viennent chez vous, ce n'est pas pour demander comment va votre famille. C'est pour vous dire qu'ils ont une urgence. Et cette urgence-là, il faut la régler hic et nunc en latin, c'est-à-dire ici et maintenant. Ça n'a pas de temps, ils ne peuvent pas attendre. S'ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils n'ont pas de solution. Et vous devez trouver des solutions. Et trouver des solutions, c'est ça la solitude du pouvoir. Vous avez des conseillers, vous avez vous avez l'entourage qui vous dit ou qui pense vous dire ce qu'il faut faire, mais au moment de décider, vous êtes tout seul. C'est ça la solitude du pouvoir. Vous êtes le seul à décider, et si ça ne marche pas, c'est vous qui endossez la responsabilité de l'échec. Tout comme c'est vous qui aurez la gloire de la réussite. Mais comme dans l'exercice, il y a plus d'échecs que de réussites, vous êtes tout le temps frustré. Et cette solitude-là accroît la frustration. C'est ça. Et peut-être aussi plus de courtisans que de réels conseillers, parce que ça revient quand même beaucoup. S'il y a une multitude de courtisans plus que de conseillers, vous êtes très souvent induit en erreur.
Maintenant, c'est au moment de la solitude que vous devez faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et malheureusement, vous n'avez pas toujours le temps de consacrer la réflexion à ce que vous devez faire. Avant d'arriver au pouvoir, il faut avoir réfléchi à ce qu'on doit faire. Parce qu'au moment où vous exercez le pouvoir, vous n'avez plus le temps de réfléchir. Parce que tout est urgent. On poursuit une autre figure que vous interpellez dans les deux livres, est celle de l'intellectuel. La figure de l'intellectuel. Nous aimons beaucoup cette figure-là parce que elle est controversée actuellement dans nos sociétés. On ne sait pas qui est intellectuel, qui ne l'est pas. Mais ça, c'est une autre question. Je ne sais pas, vous dites, ou vous le préciserez, est-ce que l'entente est difficile entre intellectuels et politiques? Parce qu'en lisant ça, j'ai pensé au livre Le savant et le politique du sociologue allemand Max Weber, en tout cas qui dit que c'est quasiment irréconciliable, quoi, l'activité de savant, de chercheur et l'activité politique. Or, en même temps, vous dites, est-ce qu'il ne faut pas être en même temps intellectuel et homme politique? Et quand je dis homme politique, je ne mets pas dans le sens de homme partisan, homme politique, acteur public. Vous avez été les deux, non? Intellectuel et homme politique. Je ne sais pas si j'ai été les deux, mais je sais que l'intellectuel, on l'a décrit tout à l'heure. Et oui, Max Weber, ça me rappelle aussi mes cours de sociaux. Mais il y a Platon aussi qui a dit qu'il faut que les savants soient les rois ou que les rois soient les savants. Mais il y a toujours une espèce de difficulté de cohabitation entre les deux. Parce qu'on attend de l'intellectuel qu'il dise ce qu'il pense. Parfois, le pouvoir attend que l'intellectuel lui dise ce que lui, il pense et ce qu'il espère. Et lorsque l'intellectuel comprend l'attitude mentale du leader, il se comporte dans le sens attendu, voulu, souhaité par son chef. Et c'est là qu'il devient courtisan. Parce qu'il perd cette distance critique qui lui permet de dire les choses telles qu'il les pense et non des choses telles que le souhaiterait son chef. Donc c'est les clercs et les politiques, il y a toujours cette cohabitation difficile où vous restez, vous devenez courtisan, ou alors vous restez intellectuel, vous quittez. Il est très difficile de trouver des rois philosophes ou des philosophes rois. Comme on le disait tout à l'heure, vous parlez des rapports conflictuels que les différentes générations ont. C'est-à-dire, vous le dites si bien à travers cette citation, chaque génération pense que son époque est la meilleure. Parce qu'actuellement, c'est ce que vous venez de décrire. Chaque génération a sa mission. Mais en même temps, souvent, on se rend compte que les jeunes, vous avez pris l'exemple d'un jeune qui a un smartphone, mais qui manque plus ou moins de conscience historique aussi. Oui, parce que les jeunes aussi, c'est son environnement. S'il ne vient pas trouver un environnement qui facilite cette acquisition de connaissances historiques, c'est un peu compliqué pour lui. Tout à fait. Il est la victime du manque de responsabilité de ses dévanciers. Parce que les dévanciers doivent transmettre ce qu'ils ont appris. Le président Senghor disait que les biens matériels ou immatériels que nous donnent nos ancêtres ne sont pas à nous. Nous les empruntons aux générations futures. C'est juste des passages de témoins. Si les témoins passent mal, je ne sais pas si vous avez regardé des courses de haies, si les témoins passent mal, vous ne pouvez pas être le gagnant de la course. Donc il faut s'assurer que le témoin est bien passé. Naturellement, il y a parfois de la nostalgie. Et puis les époques sont différentes. L'époque de 1960 n'est pas celle de 2024, par exemple, en termes même de population, en termes de défis, aussi bien pour les dévanciers que pour les générations actuelles. Nous essayons toujours, parfois, dans le passage des témoins, d'éduquer nos enfants comme nous avons été éduqués. C'est un refus de s'adapter à l'époque. C'est une paresse intellectuelle de s'adapter à l'époque. Parce que nous devons éduquer nos enfants en fonction de leur époque et non en fonction de la nôtre. Et c'est ce qui crée les conflits. Parce que les jeunes pensent que les adultes sont attardés
pour ne pas utiliser un terme plus fort. Et les adultes pensent que les jeunes sont trop pressés, qu'ils ne prennent pas le temps de la réflexion, qu'ils perdent les valeurs, qu'ils veulent tout de suite une voiture, une villa, un verger, un compte en banque, etc. Alors, il y a des conflits comme ça. Mais parfois, les conflits débordent même sur la façon de diriger l'État. Et c'est là que ça devient dangereux. Tant que ça reste un peu au niveau familial, on le comprend. Mais si ça se multiplie aussi dans les familles, ça devient un problème national. Ça signifie que tous les jeunes ou la majorité des jeunes pensent telle chose et que la majorité des adultes pensent différemment. C'est un clash. Et c'est pas normal dans la continuité d'une nation ou dans la continuité de la vie d'un pays. Il faut qu'il y ait une espèce d'harmonie, pas d'entente totale. C'est pas bon non plus qu'il y ait entente totale parce qu'il faut aussi des frictions pour que la réflexion avance, pour que la science avance, pour que les découvertes avancent, pour que les inventions avancent. Il faut qu'il y ait des frictions. Mais il faut qu'il y ait des frictions positives. C'est ça maintenant le défi. Et c'est ça le problème du conflit intergénérationnel. Du coup, le conflit est-il évitable? Il est utile. Il est utile, le conflit. Il est utile, mais il faut le positiver. Il faut bien utiliser sa gestion. Il faut bien utiliser les résultats de sa gestion, que j'appelle le compromis. Et puis voir en toute chose l'intérêt général. Il ne faut pas voir l'intérêt de sa famille, l'intérêt de son quartier, l'intérêt de sa ville, l'intérêt de son pays. Il faut voir l'intérêt général. Parce que votre famille n'est à l'aise que lorsque le reste du quartier est à l'aise. Exactement. Le quartier n'est à l'aise que quand la ville est à l'aise, le pays n'est à l'aise que quand les voisins sont à l'aise, etc. Tout est lié. Il y a une imbrication entre les familles, il y a une imbrication entre les nations, il y a une imbrication entre les continents. Vous voyez que l'Europe ne peut pas se passer de l'Afrique, l'Afrique ne peut pas se passer de l'Afrique, de l'Europe, l'Europe ne peut pas se passer des États-Unis, vice-versa, etc. Tout est lié. Et même quand vous regardez l'actualité, vous voyez que même les grands pays ont besoin de ce qu'on appelle les petits pays. Parce que c'est imbriqué. Les intérêts sont liés. Et c'est ainsi fait, et c'est bien fait. Si vous croyez en Dieu, c'est un bon choix divin que de rendre les gens interdépendants. Sinon, on aurait tout le temps vécu dans des guerres interminables. Et justement, tout à l'heure, vous parlez du Sénégal à travers l'ancien président Léopold Sédar Senghor, le poète également. Le Sénégal, qui, j'imagine, représente beaucoup pour vous. C'est là-bas que vous avez commencé à exercer le métier de journalisme. Et déjà, même avant d'avoir votre diplôme, c'est assez particulier quand même comme situation. Non, juste une anecdote, c'est parce que j'avais fait un stage. Ouais. Au moment de faire les stages, à la fin de la première année, il fallait faire un stage dans un organe de presse. Et à l'époque, il n'y avait pas de spécialisation encore. On était en première année, donc presse écrite pour tout le monde. Et je devais venir au Mali faire mon stage à l'Essor. Mais la direction a oublié mon nom. A oublié mon nom sur la liste des Maliens devant venir au Mali. Ça signifiait pour moi rester 45 jours de plus au Sénégal, alors que j'ai fait toute l'année scolaire. Et j'étais pressé de revenir au Mali pour des raisons faciles à comprendre. Et on m'a dit, bon, au Mali, la liste est déjà partie. Il ne reste qu'une place, c'est au Soleil de Dakar, au Sénégal. J'ai dit, bon, contre mauvaise fortune, on fait bon cœur. Et puis voilà, j'ai accepté de faire un stage là-bas. Et par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Pour eux, ils disent que ça s'est très bien passé. Ils voulaient me recruter déjà en deuxième année. J'ai dit non, je ne peux pas travailler sans diplôme. Et quand je suis venu, je crois que c'était le 2 novembre ou le 3 novembre, je ne me rappelle plus. Le 2 novembre, je crois. Et puis, ils ont dit oui, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Et puis moi, j'ai dit oui. Mais je leur ai dit, mais je n'ai pas encore mon diplôme, comme je vous l'ai dit il y a 3 ans. Ils disent oui, le diplôme, on sait que vous allez l'avoir. Donc j'ai commencé à travailler. Le diplôme, on nous a remis le 5. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé 3 jours avant d'avoir mon diplôme. C'était une anecdote. Et je les remercie pour leur générosité et leur hospitalité qui m'a permis de rester 43 ans au Sénégal. Donc je connais un peu ce pays. C'est mon second pays. Où je pense qu'on partage ça. Même moi aussi, j'aime beaucoup ces pays-là. Okay. Mais vous, c'est en ce moment que vous rencontrez Bara Diouf, votre maître. Mon maître. Ouais. Celui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a tout appris, qui m'a fait confiance.
qui a même demandé que je prenne la nationalité sénégalaise pour le remplacer le jour où il quitterait les fonctions de directeur général. Naturellement, j'ai décliné. Je lui ai dit très objectivement, c'était pas de la coquetterie. J'ai dit objectivement, un directeur du Soleil devrait être un Sénégalais. Pure souche. Il dit, mais il y a des Tourés ici. J'ai dit, oui, je sais, mais je ne suis pas Touré sénégalais, je suis Touré malien. Je ne peux pas être directeur général. Et c'est là que les Sénégalais se rendront compte que je ne suis pas sénégalais. Ils vont m'empêcher même de travailler, même objectivement. Je n'aurais pas pu travailler comme il le souhaitait. Mais pour revenir à lui, il m'a vraiment ouvert toutes les portes. Il m'a beaucoup aidé, professionnellement parlant. Il m'a beaucoup guidé. Et c'était un homme très, très ouvert. Et il est décédé le jour où je prenais l'avion à Bamako pour aller à Dakar. C'est à l'aéroport qu'on m'a annoncé sa disparition. Et ça m'a fait un choc. C'est pour cette raison que j'ai tenu à lui rendre hommage et que j'ai tenu à inclure l'hommage dans la chronique concluant le livre sur le temps qui résiste. Un grand monsieur. Exactement. Et dans la préface, le professeur Abdoulaye Eliman Khan invite d'ailleurs le lecteur à commencer par ces textes magnifiques, l'hommage que vous rendez à Bara Diouf. Et là, on a un exemple de transmission quand même qui s'est très bien passé. Tout à fait. Et qu'on en voit rarement, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Nous aussi, nous cherchons à transmettre. J'espère que ça sera le cas. À défaut de transmettre directement, il y a les livres qu'on écrit, il y a les alertes qu'on sonne, il y a l'alarme qu'on brandit. Peut-être que ça va aussi être une bonne transmission de témoins. C'est ça. Et comme on l'a dit, l'émission, nous n'allons pas traiter tous les thèmes. Nous allons laisser les lecteurs les découvrir eux-mêmes. Nous les invitons quand même à le faire. On l'a dit à l'introduction, le journaliste n'est pas un historien. Il ne se projette pas au-delà. Mais comme vous n'êtes pas que journaliste, vous êtes journaliste, vous avez été ministre, fonctionnaire international à la retraite, vous avez beaucoup bougé dans le monde. Et comment voyez-vous, pas la fin, mais l'évolution de ces sujets-là que vous traitez dans les livres sur la gouvernance de manière générale, sur l'incompréhension entre les différentes générations, sur comment préparer les jeunes à mieux entrer dans leur siècle, dans leur temps. C'est surtout cela. Je retiens surtout la dernière réflexion, comment préparer les jeunes à entrer dans leur temps et à poursuivre le chemin. Parce que de plus en plus, ça va être dur. Si vous regardez en ce mois de mai l'actualité internationale, vous voyez que ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est des complications qui datent de très loin, parfois de près de 80 ans, qui n'ont pas été résolues. Et il faut se préparer à cette vie-là. Il ne faut pas dire aux jeunes, de se préparer à une vie facile, à une vie aisée. Il faut les endurcir, en fait. C'est ça qu'il faut faire, surtout pour les jeunes. Il faut les endurcir. Il ne faut pas leur faire passer par des raccourcis. Il faut leur dire que c'est difficile. Il faut leur enseigner la rigueur, leur imposer la rigueur. Il faut leur enseigner l'intégrité, leur imposer l'intégrité. Il faut instaurer des valeurs qui seront des qualités et qui les aideront après. Parce que c'est ça, en fait. C'est pas que le père est là, la mère est là, c'est les valeurs que les papas et mamans vous ont inculquées, que la société vous a inculquées, que la nation vous a inculquées, après l'école, bien sûr. C'est ça qui aide à vivre. Et lorsqu'il y a un décalage entre ce qu'on vous a appris et le monde que vous vivez, qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a une contradiction entre ce qu'on vous a dit de faire, ce que vous devez faire, et ce que vous voyez devant vous. Comme si vous aviez sauté une étape. C'est l'étape de l'endurcissement. C'est l'étape de l'apprentissage de la rigueur. C'est l'étape de l'intégrité. C'est l'étape du sens de la dignité et de l'honneur. Si vous les loupez, au moment où vous devez les acquérir, vous serez en perpétuelle course derrière ces valeurs-là. C'est aussi apprendre à dire non.
Parce qu'il est question Bien sûr. de non quand même dans ces livres-là. À dire non. Bien sûr. La liberté. Bien sûr. Vous y tenez. Bien sûr. Mais la liberté, pas la liberté fantaisiste. Ouais. La liberté en accord avec vos valeurs. Vous dites ce qu'on m'a enseigné et que j'ai intégré et en quoi je crois ne me permet pas de faire ça. Et vous dites non. C'est le dilemme entre intellectuel et politique. Si ce qu'on vous demande ne vous convient pas, dites non. Ne baissez jamais la tête devant la vérité. Soyez toujours digne de dire la vérité. Et partez en sachant que vous avez dit ce que vous pensiez. Ce n'est pas toujours la vérité, mais c'est ce que vous pensez. Et votre intime conviction domine tout le reste. Ça domine la recherche de place, ça domine la recherche du matériel, ça domine la course vers les raccourcis et les chemins de travers. En tout cas, des valeurs, il y en a beaucoup qui sont dans les deux livres. Et nous sommes dans un environnement qui soit se renouvelle, on ne va pas dire naturellement, mais en tout cas qui va se renouveler d'une manière ou d'une autre. Un renouvellement demandé sur le plan politique, mais aussi, on va dire, dans tous les autres corps de métier. Donc dans le journalisme aussi, journalisme engagé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, journalisme et engagé, être journaliste et être engagé, est-ce que ça ne veut pas dire la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas un mot de trop? Pas du tout. On peut être engagé pour une cause nocive. Il y a des journalistes qui sont des anti-héros, hein. Ils servent les causes de basses conditions, j'allais dire. Il y a des journalistes aussi, c'est-à-dire engagés pour la vérité. La vérité de quoi? La vérité des faits, tels que vous les avez perçus ou tels que vous pensez les avoir collectés. C'est cette vérité-là qui importe. Et c'est cet engagement-là qui a un sens. Ce n'est pas engagé pour répéter des slogans ou pour insulter ou pour faire autre chose. C'est un engagement conscient, en accord avec votre intime conviction. C'est ça, journaliste engagé. On peut aussi, j'ai eu des débats avec des journalistes qui disent qu'ils n'ont pas à être engagés. Ils doivent couvrir les faits et donner les faits bruts, sans rien ajouter. C'est aussi une attitude de journaliste. C'est-à-dire, il y a la guerre, nous on décrit la guerre. On ne dit pas que c'est bien, on ne dit pas que c'est mauvais. On ne dit pas que c'est des terroristes, on ne dit pas que c'est des... On ne dit rien. On dit juste qu'il y a 10 personnes qui ont tué 20 personnes, juste des faits. Et non dire ce qu'on pense sur les faits. Ça dépend de ça que... Mais maintenant, si on veut naturellement dire ce qu'on fait des éditoriaux. Si on veut sonner l'alerte, tirer la sonnette d'alarme, on fait des chroniques, comme ce que je fais. Donc, chacun choisit. Mais le métier, en ce moment, vous parlez de changement, de renouvellement, a aussi vu l'irruption des réseaux sociaux, qui sont une autre façon de donner l'information. Sans avoir été les animateurs de ces réseaux sociaux, sans être contraints à l'éthique et à la déontologie que nous apprenons dans les écoles de journalisme. Il faut faire face à cela aussi. Il ne faut pas dire que c'est bon, c'est mauvais, il faut faire face. Et s'interroger pourquoi les réseaux sociaux ont pu proliférer. Qu'est-ce qu'ils ont rempli comme gap entre le rôle et le travail du journaliste et l'attente des citoyens ou des lecteurs ou des téléspectateurs ou autres. C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas juste rejeter, c'est pas bon, ils ne sont pas des journalistes. Non, ce ne sont pas des journalistes, mais ils font la même chose que nous. C'est-à-dire, ils donnent l'information. Mais ils ne font pas ça comme nous. C'est-à-dire, ils ne vérifient pas toujours. Ils n'équilibrent pas, c'est-à-dire de faire parler toutes les parties prenantes. Ils ne prennent pas d'avis indépendants, comme nous l'oblige notre éthique et notre déontologie. Vous voyez? Mais parfois aussi, ils ont des informations que nous n'avons pas. Donc la question, comment ont-ils des informations que nous n'avons pas? Alors que notre travail, c'est de collecter des informations et les donner au public.
Je vois l'homme de combat qui est décrit dans la préface. Vous êtes présenté comme un homme de combat aussi. Donc, l'écriture, on va dire, ça continue à travers les chroniques. Personnellement, je les vois de temps en temps, mais vous continuez bien sûr. d'écrire, on va bien dire. sûr, il faut continuer. On ne peut pas rester sans écrire. Sans écrire. On peut pas écrire. On ne peut pas rester sans lire. Ouais. C'est comme ça. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est écrire et lire. C'est ça. Et je le prends aussi comme un appel que vous lancez, en tout cas, au-delà des journalistes, mais principalement aux journalistes, que je pense que les téléspectateurs vont s'en rendre compte que le journalisme aussi, au-delà de l'engagement, c'est aussi une culture. C'est aussi une culture philosophique. Oui, bien sûr. Et on le voit à travers les articles dans ces 2 livres. À chaque fois, vous introduisez un article avec une réflexion, une citation d'un auteur, des choses comme ça. Donc, c'est des lectures que vous avez. Il faut mettre en perspective. Oui. Il faut toujours situer le contexte. Oui. Et ça aide. Maintenant, situer le contexte, ça devient même des articles dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est 3 ou 4 lignes, comme je vous l'ai dit. Mais un journaliste doit aller plus au fond. Il doit toujours lire. Il doit s'intéresser à tout. Il doit s'intéresser à la pénurie du piment. Il doit s'intéresser à l'alunissage de l'homme sur la Lune, comme Apollo. Un journaliste doit savoir tout. Il n'y a pas de petits reportages. Il ne faut pas dire qu'aller au marché et demander combien coûte le piment aujourd'hui, ça me dégrade. Non. C'est professionnellement qu'on fait les 2. Et les 2 répondent aux mêmes critères. Et les 2, l'alunissage d'Apollo sur la Lune et le manque de piment, la pénurie de piment, se couvrent de la même façon, avec la même expertise journalistique. Il n'y a pas de petits reportages, mais il y a des petits reporters. C'est ça la différence. Et nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Avant de vous donner votre mot, votre conclusion, je vais juste rappeler que les 2 livres sont vraiment disponibles dans toutes les bibliothèques de Bamako. Les librairies. Dans toutes les librairies surtout. C'est les librairies que je voulais, donc librairie L'Harmattan, librairie Ba, c'est vraiment disponible. Votre mot de fin? Non, c'est encourager encore une fois la jeunesse à aimer la lecture, à ne pas préférer les raccourcis, parce que toutes les thématiques que je viens de développer dans ces 2 livres s'adressent à la jeunesse en fait. La vieillesse, les adultes vont passer le relais. Et c'est eux qui vont prendre le témoin. S'ils ne pensent pas, s'ils ne réfléchissent pas, s'ils ne trouvent pas des solutions à ces problèmes, ça sera leur problème. C'est eux qui auront les difficultés dans l'avenir. Ce n'est pas la génération qui est à la retraite comme moi. C'est exactement ça. C'est-à-dire prendre au sérieux la sonnette d'alarme, prendre au sérieux les thèmes qu'on aborde là-dedans, les lire, apporter aussi sa propre réflexion au thème, parce qu'on n'a pas la science infuse, il n'y a pas de vérité absolue. Apporter également leur point de vue, leurs réflexions, pour améliorer ce qui a été écrit, et surtout pour améliorer le comportement, notamment dans la rue. Et c'est sur ces mots que s'achève votre émission Livrez-vous. Merci Amadou Touré d'avoir accepté de venir parler de ces 2 livres avec nous. De mon balcon 2023, Le temps qui résiste 2024, tous 2 publiés chez L'Harmattan, dont nous recommandons la lecture. Comme on le dit, il n'y a pas de 2 sans 3. Nous attendons donc avec impatience le 3e livre. Très bien. Nous vous donnons donc rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Livrez-vous. D'ici là, faites-vous livrer que des livres.